Bonjour à tous et à toutes. Je crois entendre que vous m'entendez bien. Oui, parfait. Après 2 ans de pandémie encore, je suis jamais certain. Peut-être que j'ai pesé sur mute en quelque part, là, puis j'ai une vieille main qui est levée. Ben non, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Bien sûr, l'Autorité des marchés financiers est fière de présenter ce premier panel, deuxième segment de la journée, mais premier panel avec des invités de marque pour faire le point sur la mise en œuvre d'un système financier durable. J'ai avec moi Jingdong Hua, vice-président Conseil international des normes de durabilité ou ISSB, Pamela Steer, présidente et chef de la direction CPA Canada, et nul autre que Charles-Antoine Saint-Jean, président Conseil canadien des normes de durabilité ou CSSB. Comme vous le savez tous, dans les dernières années, la montée de la finance durable propulsée par les besoins des investisseurs et la volonté des investisseurs d'intégrer les facteurs ESG dans leur prise de décision a mené à une multiplication des cadres de divulgation volontaire, ce qui a amené un besoin, même une nécessité d'établir des normes internationales permettant d'offrir de l'information uniforme et comparable, et de là la création de l'ISSB. Comment l'ISSB peut relever ce défi considérable? Quelles sont les circonstances qui ont mené l'ISSB à établir un de ces 2 bureaux d'importance à Montréal? De quelle manière le CSSB peut-il importer ces normes internationales au Canada? Enfin, comment s'assurer que l'information extra-financière est d'aussi bonne qualité que l'information financière? Il s'agit là de questions que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Je commence sans plus tarder avec ma première question qui s'adresse à vous, Jingdong. L'ISSB publiera ses normes finales S1 et S2, pour ceux qui sont intimes au jargon, le mois prochain, en juin. Ce qui est tout un exploit, considérant que l'ISSB n'a même pas 2 ans d'existence. Ma question pour vous, quels sont les principaux défis pour l'adoption en juin et la mise en œuvre après ça des normes? Comment pouvons-nous éviter une fragmentation continue des normes? Well, thank you so much, Hugo. And let me also thank Finance Montreal for your invitation. Happy to be in the same panel with Charles-Antoine, Pamela, and Hugo yourself. So I'm Jingdong Hua. I'm vice chair of the ISSB. So I started my finance career over 30 years ago when the word sustainability was nowhere in the vocabulary of finance and accounting. But over the past 20, 25 years, we have traveled a tremendous journey of conversion, recognizing that sustainability and finance are joined. And now you see a situation, and this is where we're so excited that next month we are publishing our first 2 global baseline standard, S1, S2, after a 1.5 years of hard work, starting at COP26 in Glasgow, where ISSB was created, to now, where in late June, we're going to publish our standard. Tremendous journey, and Hugo, you mentioned the fragmentation, is that let's first recognize all of those voluntary standards that have been created over the past 2 or 3 decades. Each is a pioneer in wanting to incorporate sustainability into investment decisions. But at the same time, it's creating a set of problems. That is, investors are confused. Preparers are burdened with having to disclose with so many different things. So I think the G20 and G7, which Canada is a member of, both organizations recognize now time is urgent to converge on a single global language of disclosure on sustainability. And that's why we're created in COP26. So very happy that we are creating a common language, and that language will be introduced in June. But let me quickly say, as
as I'm learning French or Québécois French myself, it's a journey to learn a new language. And we are introduced a high quality global baseline, but it's a journey we start to travel, right? So hopefully with time, we will see a landscape where everybody will speak the same language. Investors will have a much easier time understanding what is disclosed by a company. And companies don't have to go to different jurisdictions, having to produce different reports. That's really the bottom line there. But let me stop here for the time being. Happy to come back, to later questions. Merci beaucoup. Ma deuxième question est aussi pour vous, Jingdong. J'en profite. Le Somestier à Montréal, vous avez choisi d'établir votre deuxième bureau d'importance à Montréal. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que jouera le bureau de Montréal dans l'établissement des normes internationales? Indeed, I think Montreal plays such a central role in the multi-location of the ISSB. We view Montreal together with Frankfurt as the two global headquarters. Our chair is based in Frankfurt, and I, as a vice chair, based in Montreal. And we have to thank a strong support from the Canadian government, the Coalition of Champions of Canadian Businesses, to provide such a irresistible value proposition to locate ISSB in Montreal. To me, who joined later than those processes, I view this as a destiny in the sense that the world of sustainability started with the Montreal Protocol in the late 1980s. And Montreal has such a global reputation as a global city, as a pioneer and leader in the space of sustainability. So more practically, we house, once our office is fully staffed, we house both strong technical staff and engagement staff for our global mission of engaging with jurisdictions in providing capacity building, in making sure that every country is ready for accelerated adoption of our standard. But let me also say that since Canada is such a leader, we certainly hope Canada will be one of the early adopters of ISSB standard. And I look at Charles-Antoine and Pamela as our partners in walking that journey together. No pressure. Okay. No pressure. No pressure. So, Jingdong, you mentioned technical staff, you mentioned engagement, and regarding ISSB rules with other countries. So the role of the Montreal office is not limited to Montreal, limited to Quebec or Canada. There's an outreach on the international standpoint. Oh, absolutely. I think, first of all, between Frankfurt and Montreal, we take turns in hosting our board meetings, right? Every month we have a board meeting. So all 14 board members show up in Montreal every other month. And that is a presence here. And that, in addition to our own board meeting, obviously we participate in dialogue with Canadian stakeholders and Montreal stakeholders. That's an important part of shaping what we do. And of course, from this office, we have staff that covers Asia, covers Latin America, of course. We have conversation with Africa. And let me also say Canada also is an important member of both francophonie and the Commonwealth, right? From that point of view, in addition to being an early champion for Canada itself, we also view the Canadian ecosystem, whether it's academic, professional association, government. We look forward to working together. You're also providing capacity building support to many developing countries from this location. Thank you. I will let you rest a bit. And ma prochaine question difficile est pour vous, Charles-Antoine. Premièrement, encore une fois, félicitations pour votre nomination à la tête du CSSB. Je suis très conscient que votre conseil n'est pas complètement formé, mais pouvez-vous partager avec nous votre vision ou la vision du CSSB à court, moyen, long terme?
Donc, merci bien de la question et merci de l'invitation de se joindre au panel ici avec mes collègues. C'est un grand plaisir. La vision, disons, si on regarde ça disons, à 5 ans, le Canada, c'est un pays disons, qui a besoin de beaucoup d'investissements. Si on parle juste de la transition, ça va coûter 115 milliards par année pendant des dizaines d'années. Donc, la capacité de financer cette transition-là avec les ressources canadiennes, il n'y a pas là. On a besoin des investisseurs étrangers, canadiens mais étrangers aussi. Donc, en adoptant les normes d'ISSB, on se rend plus attrayant, plus attractif comme pays disons, pour venir investir, pour nous aider à cette transition-là. Il y a aussi tous les besoins d'infrastructures que le pays a. Si on regarde le logement social, et ainsi de suite, on a besoin de beaucoup d'investissements. La croissance de la population au Canada, on parle d'une croissance d'à peu près 1% par année. Ça aussi, ça demande. Donc, on a besoin de beaucoup d'investissements et en étant plus attractif, parce que nos règles du jeu sont connues par tout le monde. À ce moment-là, disons, on peut devenir une destination de choix pour les investisseurs étrangers. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est un peu pour suivre le point que Jing Dong faisait. Il y a toute une pléthore de référentiels qui ont été mis en place. Puis c'est pas seulement ça, mais là, il y a des agences aussi, des autorités des marchés ont leurs exigences. Les gouvernements nous arrivent aussi avec toutes sortes d'exigences. On voit les divulgations disons, sur, je voyais ici au Canada la loi S211 sur les pratiques d'embauche. Et il y en a des nouvelles aussi. L'ASFI s'en vient avec des règles sur les risques reliés à la culture. Donc, tout le monde essaie d'amener des normes. Donc, si on est capable de réduire à ce moment-là les normes pour que tout le monde s'entende, voici ce qui est essentiel, voici comment on va le faire. L'économie à ce moment-là va pouvoir focuser plus sur la transition, sur la durabilité, plus que sur le reporting. Parce que sinon, si on passe tout notre temps à faire toute la reddition de comptes et non pas travailler sur le problème de base qui est la durabilité, on n'est pas avancé. Le troisième point, je dirais à long terme, c'est, je dirais ça, disons, dans 4-5 ans, je serais pas fâché, disons, si la génération montante des Canadiens aura tout été bien formé dans les collèges, dans les universités, pour mettre notre main-d'œuvre, nos jeunes Canadiens, disons, qui vont pouvoir faire partie de la solution, non seulement au Canada, mais aussi à l'étranger. Donc, en ayant ces trois piliers-là, je serais pas fâché. À plus court terme, disons, il faut s'assurer de comment mettre les normes sur la durabilité. Comment est-ce qu'on peut les rendre peut-être aussi solides que les normes en anglais, en français, on parle des normes généralement reconnues de comptabilité, des principes des PCGR. Est-ce qu'on pourrait avoir la même nomenclature, disons, dans la législation canadienne? On regarde les PCGR, c'est référé dans presque 200 lois au Canada. Donc, est-ce qu'il y a une façon peut-être plus efficace de s'assurer que ça va faire partie de l'architecture financière au Canada? Donc, ça serait une. Deuxièmement, ça serait pérenniser le CSSB, s'assurer qu'on est bien à l'écoute des autorités des marchés financiers, de vos collègues, pour s'assurer donc on va répondre aux besoins de la société. Donc ça en est des choses à moyen terme. Un peu plus tard, peut-être que je pourrais parler comment est-ce qu'on pourrait permettre le CSSB d'aider à peut-être rendre davantage les normes qui répondraient aux besoins canadiens. On peut parler à la PME, on peut parler aussi à l'agenda de la réconciliation. Ça, c'est des choses qu'on aimerait regarder disons, à moyen terme. Donc, il y a tout un bon programme de travail. Le premier, c'est de mettre le conseil en place. On s'attend à ce qu'il soit en place d'ici le 1er juillet. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, un conseil, les fondements de l'organisation, aussi assurer une certaine pérennité des normes en favorisant leur intégration dans le corpus légal canadien,
des bons défis pour les premières étapes. Et travailler avec les universités, les collèges, s'assurer que la génération montante va avoir été bien formée et puis comme ça donne des plus belles opportunités d'emploi et de pour nos jeunes Canadiens. Oui, je pense juste les défis en termes d'expertise. On aurait pu avoir une discussion là, de 40 minutes là-dessus aujourd'hui. Prochaine question pour vous, Pamela. On a bien compris maintenant le rôle de l'ISSB. On a compris le rôle du CSSB, ses premières actions, ses premiers défis. CPA Canada, là-dedans. Quel rôle joue CPA maintenant ou jouera CPA dans l'établissement des normes de durabilité? Merci Hugo. Et premièrement, on a eu English, puis français. Maintenant, c'est vraiment le franglais. Alors, je vais essayer premièrement en français, mais c'est inévitable que je vais parler en anglais aussi. Alors, je vais mélanger un peu. La profession comptable canadienne, on a travaillé dans le domaine de la durabilité depuis 30 ans déjà. Nos travaux ont porté la comptabilisation, vous voyez, depuis aussi des émissions, puis sur l'adaptation des changements climatiques, la finance durable et les normes d'information sur la durabilité. Nous nous intéressons maintenant à la transition vers la carboneutralité et l'avenir qui se dessine en ce moment. La durabilité me tient vraiment à cœur aussi. C'est pour ça que j'ai fait partie du CPA Canada. Je suis fondatrice aussi of the Institute for Sustainable Finance et puis le CFO Leadership Network for Accounting for Sustainability. Alors, ça tient vraiment à cœur. J'ai choisi ici promouvoir une conception globale de la performance, non juste financier, durabilité, mais les deux ensemble, la performance. Surtout, je souhaite collaborer avec mes collègues de la profession, non juste au Canada, mais mondialement, à l'avancement des pratiques commerciales et financières durables. Le Canada, après tout, est très respecté à l'échelle mondiale pour la qualité de son processus de normalisation et pour l'indépendance, l'objectivité, bien sûr, et la transparence des instances de normalisation. Grâce au Centre montréalais, c'est très bien, de l'ISSB, nous nous réjouissons de contribuer à accroître le rayonnement du Canada dans l'écosystème mondial. Comme organisation comptable nationale, nous avons aussi l'obligation de nous assurer que les questions propres au Canada sont soulevées et prises en compte. Nous continuerons à encadrer et à appuyer les initiatives de normalisation et de réglementation ici et ailleurs aussi, bien sûr. Et pour la profession de comptabilité ici au Canada, c'est l'intérêt public qui est la préoccupation centrale de notre profession, vraiment. Et les 220 000 des CPA au Canada fournissent leurs services à des organisations de toutes les tailles et de tous les secteurs. On est partout au Canada et bien sûr au monde aussi. Nous sommes convaincus que les questions de durabilité seront au cœur du rôle des CPA dans l'avenir aussi, bien sûr. Ils devront participer à la mise en œuvre des normes IFRS d'information sur la durabilité et les auditeurs se prononceront sur l'application adéquate des normes par les organisations. CPA Canada doit aussi voir à ce que les CPA et tous les acteurs du milieu des affaires possèdent les connaissances et compétences nécessaires pour mieux gérer les enjeux, les vrais enjeux, on tout sait, de durabilité, en assurer la comptabilité et présenter des informations de qualité à cet égard, afin que les CPA d'aujourd'hui et de demain puissent relever les défis à venir. La durabilité constitue une priorité clé dans la nouvelle grille de compétences de la profession. Et ça, c'est un mot pour maintenant.
moi, ce que j'entends, Charles-Antoine, Jingdong, vous pouvez certainement compter sur un partenaire, une armée de 220 000 CPA qui sont là pour vous aider après ça, pour faire vivre les normes que vous allez mettre en place. Jingdong, prochaine question pour vous. S1, S2, on en a parlé, mais là, vous avez, ça c'est en juin, mais vous avez déjà commencé à réfléchir au futur. Vous avez débuté une consultation sur les prochains thèmes de vos travaux. Pouvez-vous nous partager comment cette consultation-là va façonner les prochaines priorités de l'ISSB pour les prochaines années, les prochains travaux de l'ISSB dans les prochaines années? Yeah. Thank you, Hugo. Before I get there, let me also thank Pamela, CPA Canada, for graciously hosting our temporary office before we move to our permanent location here in Montreal. And of course, Charles-Antoine, in his previous role, heading CPA Canada, leading the Canadian Coalition of Champions, you're making sure that we have our presence here. Really, you're looking at two pioneers and leaders in Canada in this space. So looking forward to continued partnership. So it's not for nothing that Pamela is sitting in the center, right? Yeah, she's hosting you. She's putting a roof under your head. Absolutely. So now, Hugo, let me say that for S1, S2, let me add that we didn't create it in vacuum. We incorporated some of the best voluntary standards that had already been widely adopted in the market, from the TCFD principle architecture to the SASB to integrate reporting to CDSB. During that process, right, in making the standard, we followed a rigorous process of seeking public comments. And indeed, we received over 1,400 very substantive comments. And I have to say, Canada had a strong voice. More than 10% of the comments came from Canadian entities, whether it's the security regulators like you, Hugo, and the CSA, CPA Canada, preparers, the accounting firms, so on and so forth. So for the new agenda consultation, we're following the same process. That is, first we solicit market input in informing us what priorities we should work on after we finalize our first two standards. So we already engaged market, which informed us some of the priorities should be focused on biodiversity, human capital, human rights, and how do we integrate the sustainability report with the financial report, right? So these are the 4 topics that we have heard a lot, and we have now started a formal request for comments. Exactly on each of the 4 topics, what would markets think? Okay, so we need your guidance in shaping our future. Now, normally within the IFRS Foundation on the accounting side, they do set a 5-year priority that they need to work on. But I think because we are new and the field of sustainability is still fast evolving, we said, okay, we'd like to set our priority for the next 2 years. So again, let me say that we have now an agenda consultation on 4 topics where we'd like you to come in to comment and shaping our work priority for the next 2 years. And these are already published on our website. So I would encourage the audience representing your institutions, please give us your feedback that will shape our priorities of work for the next 2 years. So a lot of work ahead. I don't know if you will maintain the same pace, but hopefully yes. But it's going to be certainly a challenge. I don't know if you've heard. You certainly heard the minister this morning saying that Quebec took even its commitment at COP15 and its last budget as well in terms of biodiversity. So you can certainly, I think, count on a community that is behind this issue. Prochaine question pour vous, Charles-Antoine. Vous y avez fait référence tantôt. Il y a les normes internationales. Votre rôle sera d'importer ces normes-là. Je pense qu'il faut avouer
que l'économie canadienne diffère sur certains aspects, par exemple des pays européens. La proportion du PIB généré par le secteur de l'énergie, par les ressources naturelles est certainement différente. Le nombre important, puis je dirais même une filière névralgique de nos marchés de capitaux sont composés d'entreprises qui, dans plusieurs autres juridictions, ne sont même pas des entreprises publiques. Donc, on a beaucoup une communauté vibrante de petits émetteurs qui sont importants. C'est des bons défis pour le CSSB. Comment allez-vous canadianiser, si vous me permettez l'expression, ces standards internationaux-là pour garder la compétitivité de l'économie canadienne tout en atteignant nos objectifs? Merci pour la question. Donc, il y a différentes façons dont on pourra intervenir pour canadianiser ou adapter les normes au Canada. Il faut pas oublier, par exemple, en bout de piste, on veut garder le global baseline. On veut garder mais l'économie canadienne, comme vous dites, est surtout composée de la PME. Est-ce que ça serait possible que le CSSB pourrait regarder peut-être un peu comme on le voit du côté comptable? Ils ont les normes comptables pour ce qu'ils appellent ASPE, là, c'est Accounting Standard for Private Enterprise. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir quelque chose de similaire du côté de la durabilité qui pourrait servir? Parce que pour la petite entreprise, on les voit pas, s'équiper, pour avoir à répondre à toute l'information des grands émetteurs. Mais la PME, par exemple, souvent fait partie des chaînes d'approvisionnement des grands émetteurs. Donc, si on est capable de peut-être trouver une façon pour permettre à la PME de répondre aux besoins du marché pour avoir accès aux capitaux, mais aussi aux grands donneurs d'ordre, ça serait une façon. Donc, peut-être regarder une solution qu'on a mis au point aussi au Canada, donc avec ASPE, les normes pour la petite, ça peut être une façon. D'autres, c'est Jingdong mentionnait, donc un des sujets qui va être mis sous étude, possiblement, serait les droits humains, les human rights. Au Canada, ici, on a des enjeux sur lesquels on veut vraiment mettre un effort. C'est toute la question de l'agenda de la réconciliation. Donc, comment est-ce qu'on peut peut-être en arriver peut-être à des solutions de mesures et de divulgation de quelles sont les stratégies, disons, pour mettre en place cette initiative de réconciliation qui est très, très, très importante pour le Canada. Puis ça serait peut-être une chose que le Canada pourrait peut-être supporter nos amis de l'ISSB. J'avais déjà des discussions il y a quelques semaines avec des collègues en Australie, Nouvelle-Zélande et au Brésil. Peut-être bien qu'on pourrait prendre 3 ou 4 pays qui ont aussi des questions de réconciliation, puis peut-être on pourrait peut-être faire le laboratoire pour commencer à trouver quelles sont ces règles-là, et puis travailler, disons, avec l'ISSB pour aider à accélérer la mise au point de solutions. Donc, il y aurait différentes façons. Lorsqu'on a fait venir l'ISSB ici au Canada, je ne cacherai pas, c'est parce que je voulais donc que le Canada ait une certaine influence sur les normes. Les avoir ici, on peut les influencer, on peut leur partager l'information, on peut leur partager nos expériences, puis ça serait peut-être une la PME, la réconciliation, ça pourrait être des façons donc on pourrait aider nos amis de l'ISSB d'en arriver à des solutions plus rapidement. Donc, en influençant, puis en étant serviable, en travaillant, on peut y trouver notre compte aussi. Merci. Jingdong? Yeah, I just wanted to add that, every country has their own unique idiosyncrasies, but our S1, S2 standard have built in flexibility, what we call scalability and proportionality, to address different companies' different stage of readiness in adopting, right? Mm-hmm. Because ultimately, it is about the $400 trillion institutional investors' money making more informed decision and connecting that saving to company, to investment opportunity. So when you look at the Canadian landscape, and
Canada is very interesting in the sense that you have, in addition to the big cap, the standard cap in the listed market, you also have a very vibrant small cap or venture, venture setting where the vast majority of investors are private investors, right? You only have one or two, and the venture is very small. And certainly our standards are not addressing to them. It is really to start with the big cap and the standard cap listed company. And that, as I said, is a journey we travel. So that we recognize if you're a sophisticated company, you can do quantitative scenario analysis, that's great. But if you are new to this, do a qualitative description of what you're doing. That also suffices, right? And then you increase your degree of sophistication as you build up your capability. I just wanted to add to that. There is built-in flexibility and scalability to address some of this. And then certainly ISSB will be working with CSSB in certainly responding to some specific situation, providing capacity building and hand-holding as we travel that journey. Vous voulez compléter? C'est vraiment ce que Jing Dong a dit. C'est vraiment l'approche, c'est justement profiter de la façon que la S1 a été conçue, donc pour permettre cette flexibilité-là. On peut en arriver aussi avec peut-être des normes qui seront peut-être pas la global, mais de la deuxième baseline pour faciliter cette intégration-là, pour que ça soit, disons, faisable et pratique pour les petits émetteurs, l'entreprise privée. Donc, il faut vraiment faudra travailler ensemble de façon rapprochée. Et c'est ce qui est l'objectif. Étant donné qu'ils sont à Montréal, nous, on est partis ici au Canada, on va pouvoir se parler régulièrement pour en essayer d'en arriver avec des solutions qui feront l'affaire pour le Canada, mais aussi qui pourraient peut-être servir, disons, dans d'autres juridictions. Donc, ma question était comment on l'importe. Vous en avez parlé. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges dans votre stratégie avec les parties prenantes, avec l'ISSB. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a un leadership de réflexion. Vous voulez même influencer l'ISSB sur des thématiques qui ressortent de notre réalité canadienne. Une des raisons, si je peux une des raisons pour lesquelles l'IFRS avait choisi le Canada, entre autres, pour être un des 2 points où les décisions sont prises, c'était le travail qui avait été fait par nos collègues du Accounting Standard Board au Canada. Depuis longtemps, ils ont bien accompagné l'IFRS dans la conception, l'élaboration des normes comptables, beaucoup plus que la taille de notre économie a fait. Donc, il y avait déjà une prédisposition favorable de que les Canadiens, ils sont là pour nous aider, puis ils nous donnent des bons coups de main, puis on peut travailler avec eux, on peut faire une sorte de laboratoire, on peut tester des idées. C'était un des préjugés favorables au Canada. Donc, ce serait une stratégie que j'aimerais continuer à suivre pour donner l'occasion au Canada, peut-être, on dit punch above this weight. C'est ça qui est l'objectif, là. Merci de nous partager ça. Vous étiez certainement aux premières loges. Ma prochaine question est pour vous, Pamela. Mettons-nous dans un monde où les règles de l'ISSB sont bien en place, importées au Canada. Certains pourraient dire, c'est bien imparfait tout ça, tant qu'il n'y a pas d'audit, tant qu'il n'y a pas de vérification. On peut pas avoir le même niveau de confiance dans cette divulgation-là. Êtes-vous de cet avis-là, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que les CPA sont prêts pour fournir des avis d'audit par rapport aux normes de divulgation de durabilité? Très bien. Alors, l'établissement, bien sûr, des normes est un aspect très important. Le premier, bien sûr, de l'environnement de l'information, mais ce n'est pas le seul. La certification indépendante est fondamentale, à mon avis, pour assurer l'intégrité et le fonctionnement, le bien fonctionnement efficace des marchés financiers comme le vôtre. Notre profession fournit ce service qui repose surtout sur
bien sûr, la confiance des investisseurs, les conseils et tout. Et les investisseurs veulent compter sur des services de certification, de vérification et de grande qualité à l'égard des informations sur la durabilité. Cependant, la nature des travaux de certification est limitée et les pratiques et les fournisseurs de services varient d'un pays à l'autre. Maintenant, c'est très variable. Il en résulte un écart entre les attentes des investisseurs et ce qu'ils reçoivent. Et ça, c'est très important à noter. IFAC et ICPA ont récemment réalisé une étude comparative mondiale de l'information sur la durabilité et des pratiques de certification. Et il a révélé que 95% des entreprises présentent de l'information sur la durabilité, mais que seulement 64% d'entre elles font certifier. Dans bien des cas, la certification ne porte que sur une seule partie de l'information, par exemple les émissions, bien sûr. Alors, pour le rôle des CPA, les professionnels comptables sont bien placés pour réaliser des missions qui font le lien entre la certification de l'information sur la durabilité et bien sûr l'audit des états financiers. Selon une autre étude récente des tendances en certification de l'information sur la durabilité au Canada, seulement 61% de telles missions sont confiées à des cabinets d'audit déjà. Alors, nous prenons également note que des préoccupations quant au manque de ressources compétentes dans le domaine. La certification s'appuie sur la déontologie et l'indépendance et sur des systèmes de gestion de qualité aussi. Ce sont des piliers de notre profession. Mais les utilisateurs doivent aussi pouvoir être convaincus que les principes en jeu seront respectés, quel que soit le type de certificateur. Alors ça, c'est très important à noter. C'est pourquoi nous collaborons activement avec les autorités de réglementation, les normalisateurs sur la question de la formation et bien sûr de l'accréditation des certificateurs et nous appuyons le développement de compétences connexes. Alors c'est vraiment en train en ce moment. Et nous poursuivons également nos apprentissages dans la communauté comptable internationale grâce à des organisations d'envergure comme the Global Accounting Alliance, dont le CPA Canada est une membre, et IFAC, où nous échangeons des informations d'un continent à l'autre. Alors, c'est vraiment un enjeu global pour audit, vérification, et les cours sont en train, mais je suis sûre que on aura les compétences pour le faire quand le jour arrive. Très, très rassurant, merci. Il nous reste quelques minutes. Ma dernière question s'adressera à vous à tour de rôle et fera aussi office de conclusion. Je vous demande d'aller à l'essentiel, l'idée principale, peut-être 1 minute maximum chacun. Ma question est simple. On doit reconnaître, malgré que les normes ne sont pas encore en vigueur, quand on regarde dans les dernières années, plusieurs émetteurs ont fait beaucoup de progrès dans leur divulgation sur la durabilité. Les prochaines années vont certainement amener davantage de progrès. À quel moment on pourra dire mission accomplie? C'est la grande question. Charles-Antoine, c'est où en premier? Je pense pas qu'on pourra jamais dire que la mission est complètement accomplie. Je me souviens toujours du commentaire qui avait été fait par la présidente Ivanhoe, Cambridge Ivanhoe, l'année passée. Donc, il dit ce que vous êtes en train de faire en mettant en place l'ISSB et toutes ces règles-là, donc vous êtes en train de construire comme les cathédrales du Moyen Âge. Vous savez, quand vous commencez, il y a quelque chose de beau qui va se faire au cours des décennies qui
qui vont venir. Donc, il faut mettre d'abord la main à la pâte, mettre la fondation, mais ça va prendre du temps. Mais c'est comme des belles églises, ça prend du temps, mais ça fait un beau résultat. Donc, faut être patient. Et puis, mais ce sera jamais une tâche qui sera finie parce qu'il y aura d'autres dimensions qui ont besoin d'être regardées. Donc, il y a du travail à faire devant nous. Merci. Pamela, de votre perspective, de point de vue CPA Canada, quand est-ce qu'on peut dire mission accomplie? En un mot, jamais. Now I'm going to switch to English. I don't think we'll ever be done. If you think about it, accounting as we know it today is over 100 years in the making, and we still have a very vibrant and evolving accounting standards. And this is just the birth of sustainability standards. And I think that it is going to take a long time and it will never truly be done. But let's not forget the goal. The reporting is the means by which we can hold those accountable. But the mission is to actually reduce emissions and to get our world back on track and to a carbon neutral footing. Standards will help us do that, but they're the means by which we can hold organizations and investments and governments even accountable for their actions. And so in that sense, when will we be done? When the world is on track to be carbon neutral and indeed reaches that, and then we can ensure that we maintain that stance. But to my mind, it's never done. And that's why the journey is forever, and accountants are here to stay, and standards are here to stay as well. So we're in a good place. Merci, Pamela. Jingdong, you will have the last words of this panel. Are you building a cathedral? Well, I don't know about a cathedral, but certainly in the next 5 to 10 years, as you define, we wanted to see word about greenwashing, sustainability washing, diminishing, or people don't talk about it anymore, right? Because we serve public interest in making global financial and capital market much more efficient, accountable, transparent, and reduce cost. So maybe a quick story. 2007, the United Nations IPCCC published a report linking climate change and human activity for the first time. A bunch of Swedish pension funds read that report and said, what can we do about it? Because it's a global issue. And we as an investor, there are things we can do. So they went to their bank, SEB, which in turn turned to my bank. My last role was the treasurer of the World Bank. So the World Bank actually issued the first green bond in 2008. Small bond, several hundred million Swedish krona. Who could have thought the green bond market is over $2 trillion, including when I met with the finance minister, Eric Girard, yesterday, congratulating the Quebec government issuing over $5 billion of green bond, right? So this is the power of capital market, doing good and doing well together. Mm-hmm. And I certainly hope with our standard becoming globally mandatory, that convergence of doing well, doing good together will be the norm. Des dernières paroles extrêmement sages. Permettez-moi de... Permettez-moi simplement de remercier chacun de nos panélistes et de vous remercier pour votre attention. Merci. Merci bien.